Bonjour à tous. Alors, merci aux organisateurs de m'avoir demandé de vous parler de l'ablation. Ablater quoi, comment? Donc, préambule, l'ablation d'un trouble du rythme ne correspond pas du tout à l'ablation de la définition Larousse. Il faut rassurer vos patients. Certains arrivent très angoissés. L'ablation correspond en fait à la notion de suppression de certaines arythmies ou troubles du rythme cardiaque par cautérisation. Cautérisation soit par le chaud, par courant de radiofréquence, soit par le froid, par cryothérapie. Ça à l'aide de cathéters qu'on va introduire à l'intérieur des cavités cardiaques et retrouver les zones déterminantes pour l'arythmie. C'est des données que vous retrouvez sur le document d'information aux patients de la SFC, accessible sur leur site. Pour les non-spécialistes, la voie d'abord est veineuse fémorale ou artérielle rétrograde. On va monter sous scopie dans les cavités cardiaques et retrouver les zones pathologiques avec des cathéters diagnostiques de plusieurs formes et avec un cathéter d'ablation, aller créer des lésions tissulaires qui vont permettre la thérapie. Actuellement, de façon quotidienne, on va utiliser pour nous aider les systèmes de cartographie en 3 dimensions qui vont consister en fait à poser des patchs cutanés sur la peau du patient et ces patchs cutanés vont permettre de repérer les sondes dans un système en 3 dimensions. On va pouvoir recréer la géométrie des cavités cardiaques et y appliquer le signal électrique dessus pour créer des cartes d'activation et trouver les circuits ou les foyers. Justement, dernier préambule à la notion d'ablation, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les troubles du rythme, il y a 2 mécanismes principaux. Il s'agit soit de foyer d'extrasystole, de certaines tachycardies ou de SV, et l'ablation consistera à supprimer ces foyers. Deuxième mécanisme, les réentrées. Réentrée, c'est un circuit qui tourne entre 2 structures, soit 2 structures normales, des voies de conduction comme la tachycardie de Bouvray, soit une réentrée qui survient entre 2 zones pathologiques ou normales. Dans la cardiopathie ischémique, on aura une réentrée entre 2 zones de cicatrice au sein d'une zone critique de conduction lente qui va faire pérenniser ce trouble du rythme et qu'on appellera isthme critique. Dans les flotteurs, ces 2 zones seront la veine cave inférieure et la valve tricuspide. L'ablation va consister à bloquer cette zone-là. Premier trouble du rythme pour lequel je demande votre avis. Donc tachycardie, QRS fin, régulière, avec activité atriale entre chaque QRS. En regardant dans les dérivations inférieures, à la faveur d'une compression carotidienne, on allonge l'espace RR, votre diagnostic. Flotteur, nous sommes d'accord, flotteur typique, d'accord. Ce sera important de bien classifier ce type de flotteur. Le flotteur typique est un flotteur qui tourne dans l'oreillette droite de façon anti-horaire et qui est isthme cavo-tricuspidien dépendant, c'est-à-dire que dans cette zone-là, le passage sera obligé en avant de la veine cave inférieure qui est étanche, en arrière de la valve tricuspide qui est étanche, et le principe de l'ablation va tout simplement consister à bloquer cette zone-là pour obtenir la réduction. Les indications d'ablation de flotteur typique sont rapidement première intention, dès le premier épisode, en tout cas dès les récidives symptomatiques. À côté de ces flotteurs typiques, vous aurez tous les flotteurs atypiques, avec des ondes de F très variables. Et en fait, ces flotteurs atypiques correspondent à des circuits de réentrée beaucoup plus complexes qui touchent généralement des oreillettes cicatricielles, généralement en post-op de chirurgie cardiaque, en post-ablation de FA persistante, ou plus rarement sur des oreillettes natives, notamment rhumatismales. Les circuits vont être complexes avec des multiples réentrées possibles et la cartographie 3D sera indispensable et ça sera parfois des vrais challenges thérapeutiques pour arriver à supprimer toutes les zones de conduction et tous les isthmes critiques pour obtenir la guérison. L'indication d'ablation de ces flotteurs atypiques, ce sera assez rapidement chez les gens symptomatiques et a fortiori en cas de dysfonction ventriculaire gauche associée. Autre trouble du rythme, tachycardie régulière, QRS fin, peu rapide, 137 par minute. On retrouve aussi une activité atriale avant chaque QRS.
Cette activité atriale, je vous aide, elle est négative dans les dérivations inférieures. Ça vous évoque quoi? Docteur Desroches? Bon, c'est une tachycardie atriale focale. D'accord. Tachycardie atriale focale, c'est un foyer qui va décharger en compétition avec le rythme sinusal. On va retrouver plein d'endroits où il y a des foyers privilégiés au niveau de la crista terminalis. Et en fait, ici, très fréquemment, on retrouve à l'ostium du sinus coronaire ces foyers. Leur localisation explique finalement la négativité des ondes P dans ce territoire, puisque la dépolarisation de l'oreillette se fait de bas en haut. Donc les indications d'ablation de tachycardie atriale focale, de la même façon, c'est des indications de classe 1 dans les dernières recommandations OSC 2019 et généralement dans les formes symptomatiques récidivantes et associées à une cardiopathie VG. Autre trouble du rythme, tachycardie, QRS fin, 196 par minute, sans activité atriale visualisée entre les QRS. Tachycardie jonctionnelle, tachycardie de Bouvray, exactement. La tachycardie de Bouvray, c'est quoi? C'est une réentrée. C'est une réentrée au sein du nœud auriculo-ventriculaire, entre la voie rapide, normale, qui conduit au faisceau de His, et une voie lente qu'on retrouve chez 25% d'entre nous. Cette voie lente, souvent, ne s'exprime pas, mais chez certains patients, souvent chez la femme, vers 40 ans, eh bien, on va pouvoir avoir une réentrée à l'intérieur de ce nœud auriculo-ventriculaire. L'ablation va consister à faire l'ablation de cette voie lente. Le risque théorique, c'est de brûler la voie rapide, et dans les formes où cette zone est très étroite, on peut faire appel à la cryothérapie qui va avoir un effet réversible dans les premières minutes d'application si besoin. Indication d'ablation de la tachycardie de Bouvray, pareil, très rapidement, indication de classe 1 dans les formes symptomatiques et a fortiori récurrentes. Ça, c'est pas une tachycardie. C'est un rythme sinusal. L'interprétation automatique me dit qu'il y a une séquelle d'infarctus inférieur chez une dame, chez Louane, qui est née quand même en 99. Exactement, il y a une préexcitation avec une onde delta. C'est un Wolff-Parkinson-White. Juste que la préexcitation, elle est négative dans les dérivations des 3 AVF, qui miment une onde Q d'infarctus. On la retrouve négative aussi en V1. Elle est positive de toutes les dérivations, dans toutes les autres. Ça, c'est un Kent postéro-septal droit. Un Wolff-Parkinson-White, c'est quoi? Donc, c'est une voie accessoire. C'est une petite bandelette musculaire qui fait un pont entre les oreillettes et les ventricules et qui va pouvoir shunter le nœud auriculo-ventriculaire pour conduire au ventricule. Et on aura, par la conduction rétrograde, des tachycardies qui s'apparenteront aux tachycardies de Bouvray, les tachycardies réciproques, et on aura des conductions antérogrades qui feront apparaître la préexcitation sur les surfaces et qui fera surtout la dangerosité avec les FA sur Wolff. L'indication, donc l'ablation, consiste tout simplement à supprimer cette voie accessoire. L'indication d'ablation, quand on prend les Wolff-Parkinson-White symptomatiques, à savoir des gens qui sont gênés par de la tachycardie réciproque, ça serait une indication de classe 1. Chez les patients, les Wolff asymptomatiques, les indications d'ablation vont en fait dépendre de la dangerosité de cette voie accessoire, dangerosité qu'on va explorer par exploration électrophysiologique. Les critères d'enlever une voie accessoire asymptomatique, c'est si lors de l'exploration, on a une voie accessoire qui conduit très bien, à plus de 250 par minute, et le risque, c'est que ces voies accessoires, justement, conduisent en un pour un de la fibrillation auriculaire ou ventricule et induisent une EFV avec la mort subite. Autre critère, si on trouve plusieurs voies accessoires, et enfin, si pendant l'examen, on arrive à déclencher une tachycardie réciproque alors qu'elle n'était pas clinique. Indication de classe 1 d'ablation. Pour faire une synthèse de ces troubles rythmiques en termes de taux de succès et de complications, on voit que le taux de succès est rapidement de plus de 90% lors de l'ablation, un peu moins dans les TA focales, avec un taux de complications faible et quasiment pas de mortalité. C'est ce qui indique que finalement l'ablation intervient très rapidement dans tous ces troubles du rythme en première intention. Nouveau trouble rythmique, c'est un rythme irrégulier des QRS avec une trémulation de la ligne de base sans véritable onde P, la fibrillation auriculaire. Alors la fibrillation auriculaire,
Le principe de l'ablation de ce trouble du rythme, c'est l'isolation électrique des veines pulmonaires. L'isolation électrique des veines pulmonaires, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont à l'intérieur de ces veines pulmonaires qu'on vont s'exprimer les foyers extrasystoliques qui vont déclencher cette fibrillation. Et la base du traitement est donc l'isolation de ces veines, soit par radiofréquence et système de cartographie 3D, soit par cryothérapie avec un ballon en one-shot. On peut être amené, vous entendrez parler de traitement du substrat, je ne vais surtout pas détailler dans les formes persistantes sur des oreillettes malades où il faudra traiter elles-mêmes les zones cicatricielles de cette oreillette avec des notions de défragmentation, de création de lignes, ou vous entendrez aussi parler d'alcoolisation du ligament de Marshall. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que les indications d'ablation de fibrillation auriculaire, ce sont les formes symptomatiques avec gène fonctionnel, généralement après un échec d'un traitement médicamenteux antiarythmique de classe 1 ou 3, et même sous bêta-bloquant seul, avec une indication de classe 2A. On peut même proposer une ablation d'OFA en première intention chez des patients sélectionnés, des formes paroxystiques sans comorbidité, si le patient le veut. Et en tout cas, la deuxième indication formelle de proposer une ablation d'OFA, c'est les gens qui ont une dysfonction rythmique, une cardiomyopathie rythmique liée à cette EFA ou associée à de l'insuffisance cardiaque. Taux de succès, taux de complication de l'AFA. Là, j'ai pris le taux de succès dans les formes paroxystiques d'une étude récente comparant les médicaments et l'ablation en première intention à 1 an, avec un taux de succès de 82% de maintien en rythme sinusal versus 67% sous antiarythmique. Le taux de complication maintenant de l'ablation d'OFA, avec un dernier papier sur 15 000 patients qui vient de sortir, en fait, on baisse drastiquement par rapport aux 10 dernières années, avec un taux actuel de 3,8% de complications. Et on voit que c'est essentiellement des complications d'abord vasculaires qui, à mon sens, vont encore diminuer, puisque maintenant on fait des ponctions éco-guidées pour limiter les faux anévrismes ou les fistules artério-veineuses. Avant-dernier trouble du rythme. Il s'agit d'un rythme sinusal entrecoupé d'extrasystole à QRS large. Le CG de base est normal entre les extrasystoles. Il n'y a pas d'arrière-pensée pour une cardiopathie ischémique, dysplasie. Les ESV qu'on voit sont de morphologie retard gauche. Elles ressemblent à un bloc de branche gauche avec un axe gauche. Bien, j'ai donné la réponse avant de demander. Classiquement, c'est les ESV infundibulaires VD bénigne typique. C'est la première cause de SV bénigne qu'on retrouve avec des foyers qui sont localisés sous l'artère pulmonaire dans la chambre de chasse du ventricule droit. L'ablation de ces troubles du rythme bénins, je vais y revenir. Juste avant, juste pour vous dire qu'il y a d'autres localisations de foyers de SV bénignes avec des morphologies proches de ces foyers infundibulaires VD. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les anneaux aorto-pulmonaires et mitraux vont être le siège de foyers potentiels, et la documentation de ces ESV, la description exacte de la morphologie va guider les zones d'ablation. Quoi qu'il en soit, les ESV bénignes répondent à une indication d'ablation en première intention si elles sont symptomatiques, a fortiori si elles sont de localisation infundibulaire VD comme on vient de voir. On a des TV fasciculaires aussi qui empruntent l'hémibranche gauche qui relèvent d'une indication de première intention chez des gens symptomatiques. On a une autre indication finalement qu'on retrouve systématiquement, c'est les dysfonctions ventriculaires gauche associées aux troubles du rythme, sachant que dans les autres localisations de foyer des ESV, il faudra se méfier finalement si on les retrouve dans les cusps aortiques ou proche du faisceau de His, où là on pourra surseoir à l'ablation et essayer un traitement médicamenteux avant. Enfin, dans les formes asymptomatiques, il faudra plus de 20% de ESV en charge au holter pour proposer une ablation. Dernier trouble du rythme et ça sera fini. Tachycardie, QRS large, régulière, avec une dissociation auriculo-ventriculaire, il y a des ondes P qui se baladent. Un seul diagnostic, tachycardie ventriculaire. Cicatricielle, la première des causes, c'est les séquelles d'infarctus, mais on peut avoir des dysplasies, etc. Le mécanisme sera toujours le même, sera une réentrée avec une conduction lente au sein de la conduction, du tissu infarci et une conduction rapide dans le tissu sain. Et c'est ce qui va induire les tachycardies.
L'ablation va consister à nettoyer toute cette zone pour supprimer les zones de conduction lente. On va s'aider actuellement du scanner, de l'IRM pour retrouver des zones de fibrose et des passages préférentiels. Et la cartographie 3D sera indispensable, notamment si on déclenche la TV, pour bien retrouver les circuits à ablater. Indication de l'ablation chez des gens essentiellement appareillés de défibrillateurs. J'ai compris. Implanter de défibrillateurs, que ce soit dans toutes les cardiopathies, avec des défibrillateurs qui se mettent à traiter. En conclusion, donc en fait, l'évolution des techniques ablatives sont constantes en termes diagnostiques. La cartographie 3D, les cathéters haute définition nous permettent d'être beaucoup plus précis sur la localisation et le mécanisme des troubles du rythme. En termes thérapeutiques, il y a des nouvelles énergies que je n'ai pas détaillées là, notamment dans la fibrillation qui arrive depuis 1 an, c'est l'électroporation qui permet en fait, d'être très spécifique du tissu de la cellule myocardique sans léser les tissus ganglionnaires ou dans l'environnement cardiaque. Ces évolutions ont permis d'apporter rapidement un ratio bénéfice-risque favorable à l'ablation dans la stratégie thérapeutique, assez rapidement dans la prise en charge de vos patients. En tout cas, il faut y penser avant de dégainer la cordaro au long cours. Donc régulièrement en première intention, et en tout cas le proposer dès la seconde récidive ou si échec d'un traitement ou intolérance d'un traitement médicamenteux, et a fortiori si le patient n'en veut pas. Je vous remercie. Une question? Deux. Merci. Il y a une question que je voulais poser. Dans les syndromes de Wolff-Parkinson-White asymptomatiques, tu préconises de réaliser systématiquement une exploration endocavitaire? Alors, les recos sont bien clairs. La question revient systématiquement. En gros, asymptomatique, s'il veut faire du sport de compétition ou s'il a des activités physiques intenses, c'est une indication de classe 2A de faire systématiquement une exploration électrophysiologique. Chez les autres patients, sédentaires, etc., on peut se permettre, mais c'est un niveau de classe 2B, donc plutôt pas, de ne pas la faire. Et à ce moment-là, on peut essayer d'avoir recours à l'épreuve d'effort, mais soyons clairs, il y a des tas de voies accessoires qui sont même intermittentes sur l'électrocardiogramme de surface. Chez des gens qui se plaignent de rien. Quand on fait une exploration électrophysiologique sous Isuprel, en fait, on découvre que c'est des voies accessoires malignes et on arrive à avoir des périodes réfractaires très très courtes. Et donc, assez systématiquement, mon discours, moi, c'est que toute voie accessoire, chez un enfant de plus de 12 ans, s'explore tout simplement parce que on ne sait pas dans sa vie s'il ne va pas être soumis à un stress adrénergique à un moment qui va déclencher ça. Un exemple d'une dame qui avait un ECG subnormal avec un quinte intermittent, qui se plaignait de rien, qui a fait une mort subite récupérée sur une plongée. D'accord, c'était en plongée, un stress adrénergique, elle a fait une panique, elle s'est noyée, elle a été récupérée. Alors que le VOF est intermittent. Donc ma réponse est oui, exploration systématique de tous les VOLF, sauf... voilà. Merci Gaël. Une dernière question peut-être de ma part. Donc, on a bien compris qu'on pouvait tout ablater. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Tous les patients souffrant de palpitations, on peut leur proposer une ablation globalement et pour éviter les médicaments. Donc TJ, Wolf, Flutter, c'est vraiment en première intention. Pour les non-rythmologues, pour les patients souffrant de fibrillation atriale, quels sont les meilleurs patients à adresser d'emblée en consultation pour discuter d'une ablation? En fait, là, les dernières études ont montré que finalement, dès la deuxième épisode de forme paroxystique, ceux qui vont répondre le mieux, c'est des gens jeunes, gênés par des accès paroxystiques, qui ne veulent pas de traitement au long cours, qui n'ont pas de cardiopathie et qui ont bien compris que la consommation d'alcool, le surpoids et tout ça sont des facteurs favorisants et qu'ils ils les ont corrigés. Donc assez rapidement, pour ne pas mettre ces patients sous un traitement flécaïne bêta-bloquant au long cours, dès la deuxième récidive, je pense qu'il faut en parler et amener ça sur la table de la discussion. Ok. Encore une question? Tellement fréquent et méconnu souvent.
que je me suis intéressé à ECG du sport. Recommandation, beaucoup de généralistes nous demandent, dans le certificat d'autorisation à la pratique du sport, s'il faut faire un ECG. Donc là, selon qu'on regarde l'ESC ou l'HAS, ou l'Amérique, ou les Italiens, ou etc., on a des réponses différentes. À savoir que si vous faites une activité sportive sans compétition, vous n'avez pas besoin d'ECG. Si vous faites de la compétition, ça va vite, de faire de la compétition, il faut faire un ECG, quel que soit donc l'examen clinique et les antécédents. Qu'est-ce que vous préconisez vous-même dans le certificat de non-contre-indication au sport en matière d'ECG? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, les recommandations ont encore rechangé récemment. Il y a Frédéric Sacher qui va intervenir, peut-être qu'il aura plus de réponse que moi. C'est clair que s'il y a un enfant qui veut faire de la compétition, ça ne me choque pas de faire un ECG systématique. Il y a beaucoup de Wolf qu'on découvre de façon fortuite chez des gens qui vont s'inscrire au RSMA. Au RSMA, donc à l'armée, qui ont un ECG systématique. Bon, il y en a au moins 3 par an, disons, qui viennent avec des ECG de Wolf asymptomatiques pour lesquels l'armée ne veut pas les prendre si on ne va pas faire l'exploration, à vrai dire, même si on ne les ablate pas. Alors que même s'ils sont bénins.